vous avez mis en exergue la difficulté à la fois de construire un droit humain, que ce soit pour les personnes, vous parliez du viol, mais aussi pour les groupes, et de sa mise en œuvre. Hein, rappelons que le tribunal pénal international ne comporte pas parmi ses membres ni l'État d'Israël ni les États-Unis. Même chose d'ailleurs pour l'utilisation des mines antipersonnelles. Alors, en un quart d'heure, je serais bien prétentieux si je voulais traiter le sujet tel qu'il a été annoncé. Je vous propose simplement une esquisse de pistes de réflexion, pas de révolution, sur le rapport existant entre le droit et la morale. Les droits et la morale. Traditionnellement, il y a un découplage. On dit le droit c'est le droit, la morale c'est la morale, et on ne mélange pas les deux. En fait, on s'aperçoit que chasser le naturel, il revient au galop, et que la question morale se pose à chaque pas de l'application même ou de la création, de la constitution, de l'élaboration du droit. La distinction donc est difficilement à faire. Le droit est d'ailleurs implicitement porteur d'une morale. C'est consubstantiel à son existence même, ce qui est bien, ce qui est mal. On parlait de la libération des esclaves tout à l'heure, on pourrait dire l'apparition du droit des animaux aussi au XIXe siècle en Grande-Bretagne, qu'on n'appelait pas encore le Royaume-Uni, et qui porte que des droits s'attachent au respect de la vie animale et des bêtes qui sont dans le voisinage immédiat ou pas, qui sont sauvages dans le voisinage immédiat des hommes. Alors, je crois qu'il faudrait peut-être revenir en quelques secondes sur les sources du droit. Sur les fondements du droit. Le droit, pour aller très vite, faire un peu d'archéologie, à Rome, c'est une affaire de répartition, hein, de redistribution, de répartition, à chacun son dû, à chacun selon ses talents, à chacun selon son labeur, à chacun selon sa position sociale. Puis est venu le droit chrétien qui était de nature transcendante et qui est important et qui est porteur d'une véritable morale. C'est un droit qui a pour essence la charité, c'est-à-dire la compassion. Je vous renvoie, il y a peu de jours, il y avait la fête de Saint-Martin. Saint-Martin, vous le savez, ce cavalier, je crois, romain, qui coupe son manteau en deux pour en vêtir un pauvre qu'il rencontre, un vagabond qu'il rencontre au bord de la route. Alors, arrive le 19e siècle, pas le 19e, le 18e, pardon, et les Lumières, et Rousseau, et on a une conception philosophique, les Allemands diraient même une Weltanschauung, une conception du monde qui fait que le droit est porteur d'une morale, mais qui est liée à la nature même, la nature de l'homme et la nature tout court, la nature dans son ensemble. Hein, et c'est de là que va naître l'idée que l'homme serait détenteur de droits, des droits innés, consubstantiels, essentiels, liés à la nature de l'homme. C'est ce que l'on appelle, je crois, les juristes me corrigeront si je me trompe, c'est ce qu'on appelle le droit naturel. Dans l'intitulé, je parle de loi naturelle, ça n'a rien à voir avec le droit naturel. Donc au fond, la nature serait fondatrice, puisque les droits de l'homme qui vont naître à partir de la charte se trouve en préambule, je crois, de la Constitution de 1789, va constituer cette matrice, mais basée sur la nature de l'homme. Alors que si on se reporte à un éminent juriste peu connu, un philosophe du droit, qui s'appelle Michel Villet, dont je vous recommande la lecture, il faut s'interroger sur son livre s'appelle Le droit et les droits de l'homme. Il en a écrit plusieurs. S'interroger sur cette nature des droits de l'homme et leurs fondements qui apparaissent comme particulièrement fragiles au regard de la philosophie des Lumières.
Michel Villet, et moi-même à sa suite, peut-être était-ce une réminiscence de mes lectures, remettent en question même l'existence de droit. Avons-nous un droit avons-nous un droit? Est-ce que les enfants ont un droit? Non, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de se taire, ou ils ont le droit d'être dévorés par l'ogre. Oui, le droit, ça tombe pas du ciel. Hein. Ou alors si, dans la philosophie chrétienne, dans la théologie chrétienne, le droit est transcendant. Hein, ça s'appelle la charité. Mais en demeurant, le droit est donc, de ce point de vue-là, une construction purement sociétale, purement humaine, qui a évidemment sa valeur et son intérêt, mais dont on voit aussi immédiatement les limites, puisque ces droits qui sont un immense et bel appareil, ne sont pas appliqués, sont contestés, sont contournés, sont niés, déniés par toutes sortes d'acteurs qui les mettent peu en œuvre, ou parfois d'ailleurs de travers. Je vais progresser dans mon exposé, mais c'est un sujet qui est parfaitement et totalement d'actualité. On a évoqué le Proche-Orient, j'y reviendrai peut-être. On a vu des dispositions d'ordre juridique, conclusion de la Cour internationale de justice qui s'est réunie à Pretoria, qui, sans condamner expressément la politique de l'État israélien à Gaza, a parlé, et je pense que tout le monde s'accorde sur ce point, a parlé de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, et la Cour de justice internationale a même été jusqu'à des pratiques d'ordre génocidaire. Le mot de génocide n'a pas été prononcé. Mais on voit à la suite de quoi la Cour pénale internationale de La Haye, elle, qui qui lance des mandats d'arrêt, d'amener à l'encontre de M. Yoav Gallant, qui était à ce moment-là le ministre de la Défense de M. Netanyahou, et contre M. Netanyahou lui-même, qui a déclenché l'ire des intéressés et des allers-retours diplomatiques assez... j'ose pas dire le mot comique, assez cocasse de la part de la France, qui dans un premier temps a dit qu'elle reconnaissait et qu'elle appliquerait ces décisions de la CPI, et puis dans un deuxième temps qui a dit non, non, il n'en est pas question, on ne les appliquera pas. En France, on danse beaucoup le tango, c'est par les temps qui courent. Donc là, on voit bien que le droit s'applique. Est à géométrie variable. Il s'applique dans certains cas. D'autres considérations entrent en ligne de compte, des considérations diplomatiques, c'est ce qu'on appelle la raison des États d'ailleurs. L'État qui est habilité à mentir autant qu'il le peut. Ça a été théorisé de façon très amusante par Jonathan Swift. Tout le monde connaît Jonathan Swift, mais ce n'est pas lui qui a écrit le livre, il s'appelle L'art de mentir. Et il dit que c'est pour le bien des peuples. Il n'est pas certain, mais ça fait partie de l'ironie du livre qui précède ou qui a été écrit au même moment que Le Prince de Machiavel. C'est vrai que la morale des États n'est pas la morale des individus. Il faut bien établir un distinguo. Ceci étant dit, on voit bien que certains États, certains gouvernements s'affranchissent de toute contrainte, qu'elle soit du droit ou de la morale. C'est ici que la morale doit rejoindre le droit. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre morale contraignante que la morale transcendante, héritée du christianisme, de l'helléno-christianisme. J'en ai pas trouvé d'autre. Parce que comment fonder ce droit? Actuellement, on le fonde, nous assistons à une extraordinaire mutation, révolution, permutation du droit, notamment avec l'idéologie à caractère religieux qui s'appelle le wokisme, où ce qui hier était condamnable, était un délit pénalement réprimé, l'avortement par exemple, ou l'homosexualité, aujourd'hui deviennent au contraire protégés par la loi. Donc ça pose question. Pardonnez-moi madame, mais je ne réponds pas à ces questions, hein. Je les pose simplement. Et donc, où est la morale? Où est le droit? Où est la morale? Le droit est-il au-delà de la morale? Est-il l'expression de la morale? Comment les choses se situent-elles? Alors, je pense que les réalistes
quand on parle du wokisme, on parlait de loi naturelle, d'où l'intitulé. Il y a une loi naturelle qui fait que un homme est un homme, une femme est une femme. Alors bien sûr, il y a des zones intermédiaires, certainement, mais que l'on ne peut pas faire de l'exception la règle. Entre autres. Et puis une société est condamnée à mourir si tout le monde demain matin se convertit au transgenrisme, à la bisexualité, etc. etc. Il faut savoir, je pense que la morale aussi, la morale supérieure des peuples, et qui est une loi naturelle, celle de la vie, de la survie, de la pérennité, de la continuité des peuples et des nations par la même occasion. Donc, la question se pose de façon extrêmement accrue entre l'expression du droit, qui à un moment donné de l'histoire d'ailleurs a trouvé son négatif dans l'exigence des devoirs. Alors là, c'est assez intéressant parce que j'ai trouvé une charte des droits et devoirs du citoyen qui s'adresse en France aux immigrés et qui ne date pas de 1795. Et cette charte des droits et devoirs, c'est l'article 21-24 du Code civil et qui date du 30 janvier 2012. Droits et devoirs. Et ça fait écho à une déclaration, à un préambule d'une constitution française qui n'a jamais été mise en œuvre, en application. C'est ah non, je pensais à celle de 1793. Oui, non, mais c'est bien celle-là. Oui, non, c'est le préambule, on va la retrouver. Ça a été édicté en 1793, donc dans la Constitution jacobine, qui ne verra jamais le jour, et qui d'ailleurs déclare comme un droit sacré, le droit à l'insurrection contre l'arbitraire de l'État. Donc on comprend que ce soit une disposition qui est disparue. Mais dans le préambule de la Constitution de la Première République, véritablement République, du 22 août 1795, on trouve cette déclaration des droits et devoirs de l'homme. Ça me convient beaucoup mieux. Je pense, moi, personnellement, que en ce qui concerne les enfants qui ont des parents jusqu'à plus ample informés, bien que ça soit nié aujourd'hui par le droit moderne, les enfants auraient le droit des petites filles de se faire avorter sans en prévenir les parents. Par exemple, je prends ces exemples, mais ce sont peut-être des exemples sensibles, mais qui sont des exemples bien réels, bien concrets. Ce sont surtout les parents qui ont des devoirs à l'égard de leurs enfants. Ils ont le droit, mais ce n'est pas un droit, c'est un devoir de s'occuper de leurs enfants, de les élever, de les vêtir, de les habiller, de les choyer, etc. Donc il y a cette ambiguïté qui a été créée récemment entre ces droits et ces devoirs. Je prendrai un autre exemple qui est intéressant, qui est tout à fait d'actualité, puisque ça date d'hier. C'est la condamnation de Charles Onana, qui est un franco-camerounais pour négation de crimes de génocide. Alors, il s'agit du génocide rwandais. Monsieur Onana s'est fait remarquer en essayant de corriger, non pas de réécrire l'histoire, mais de la réviser. C'est un révisionniste, et donc il a été condamné pour négationnisme. Et c'est assez intéressant, puisque ça pose bien le problème de dire que si vous trouvez d'un côté de l'histoire ou d'un côté du droit, c'est tout à fait licite. De l'autre côté, vous passez le bien et le mal sont des dimensions, des valeurs variables qui peuvent s'inverser extrêmement facilement. Je l'ai signalé à un instant avec l'évolution des mœurs et cette évolution du droit qui est aussi une révolution en soi, une révolution sociétale et qui n'est pas des moindres. Cela me conduisait à un autre exemple, et le dernier exemple que je viendrai utiliser ici. J'ai parlé du rôle de la Cour pénale internationale dans un sujet qui n'est quand même pas neutre. Nul n'a jamais contesté le droit de l'État hébreu à se défendre, un droit qu'on reconnaît de façon générale,
loi naturelle. Normalement, à tout homme, bien que chez nous, il ne fasse pas bon invoquer la légitime défense si vous ne pouvez pas prouver que vos agresseurs étaient armés de 3 mitraillettes, de 4 grenades et 50 couteaux. Vous tombez, c'est vous qui tombez la victime facilement sous le coup de la loi. J'ai parlé de ce crime de contestation du génocide de Charles Onana. Je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort, mais il est de fait que le point de vue qu'il adopte, qui est celui de l'observateur, c'est la théorie physique de la relativité. Le monde est différent selon l'angle sous lequel vous le regardez, semble s'imposer à nous. Et il y a un exemple encore plus frappant qui nous ramène au Proche-Orient, et je conclus là-dessus, c'est la question de savoir ce qu'est le terrorisme ou la résistance. C'est un sujet fondamental. En France, l'apologie du terrorisme est punissable, c'est inscrit dans le code pénal, sauf il y a quand même un énorme bémol, c'est que personne n'a jamais défini le terrorisme. Que ce soit la Cour pénale internationale, que ce soit les Nations Unies elles-mêmes, on s'est réunis pendant des mois, des années, parce que selon du côté où vous êtes un résistant, de l'autre côté, vous êtes un terroriste. C'est donc limite du droit. Le droit se déclare impuissant. C'est là où la morale peut prendre le relais. Ou d'une certaine façon, ça s'applique aussi bien donc aux grands massacres, aux grands carnages auxquels nous assistons aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Levant, peut-être bientôt en Syrie aussi, parce que tout le monde applaudit, mais on ne sait pas quels seront les demains, et les demains seront peut-être des lendemains qui déchantent. C'est un sujet important, intéressant et d'actualité, mais nous n'avons pas le temps et ce n'est pas la place de le traiter ici. Donc, le terrorisme est un sujet extrêmement et qui se trouve au cœur et à la charnière de mon propos. Quelle place laisser à la morale? Moi, personnellement, en tant que catholique, j'aurais envie de laisser une plus grande place à la morale, à la conscience. Peut-on laisser être massacrées des populations entières, affamées, sans soins, dormant dans la boue, dans des camps? Je pense que notre conscience, et notre conscience morale, devrait jouer un rôle en ce domaine et à ce moment. Merci beaucoup, Monsieur Vernochet. Comme d'habitude, excellent. Mais j'espère lors de débat, vous pouvez indiquer sur... Vous avez bien précisé profondément sur le droit et le devoir, mais après, éventuellement, si vous avez la possibilité, vous pouvez nous expliquer, impliquer... Je vais me confier le poste de Premier ministre. Sur la responsabilité, parce que vous avez cité bien sur le droit et aussi droit et devoir, mais où sont la place de responsabilité? La responsabilité, Monsieur le Président, c'est l'essence même de l'homme, et de l'homme à qui la divinité, si on y croit, a laissé le choix entre le bien et le mal. Alors, on ne sait pas toujours, personne ne sait véritablement toujours et partout, à chaque instant, où est le bien et le mal. Est-ce mal de tuer quelqu'un qui est en train d'agresser votre famille, d'égorger vos enfants? Sans doute pas. Enfin, de mon point de vue, ça ne l'est pas. La responsabilité, c'est la liberté fondamentalement. Si vous êtes responsable, vous pouvez rouler à 150 km/h et plus sur une autoroute. Si vous causez un accident, vous êtes responsable. Point. C'est ça la liberté. Hein. On nous dit, et c'est vrai que les Palmades et compagnie sont de grands malades. Oui, ils sont devenus malades. Mais au départ, à l'origine, ils avaient une responsabilité dans leur comportement. La maladie ne s'est pas installée tout de suite. Peut-être que leur environnement avait, pas leur environnement, leur entourage avait aussi une responsabilité. Donc, pour moi, la responsabilité est au cœur de la liberté. Très bien, merci beaucoup.